La promotion de la création de parcs, la défense de leur intégrité et la protection des espaces verts existants, ainsi que plusieurs interventions pour éviter la démolition de bâtiments patrimoniaux seront menées par le GIRAM au cours des années 2002 à 2024. Au cours de 2001 ou 2002, il y avait un projet justement de remplir le site de l'abbaye des cisterciennes, de remplir le site de développement résidentiel unifamilial en grande partie. Donc, c'est sûr que le GIRAM, on s'est opposé à ça. Et le patrimoine qui était là, on trouvait que c'était important de le sauvegarder aussi. Ça a été un peu la même chose pour le Parc des Écarts. J'étais représentant sur le comité de liaison de la compagnie Valero et je leur ai proposé qu'ils achètent ce terrain-là du Parc des Écarts, le boisé d'Avida qu'on appelait, pour se protéger. La même chose du côté ouest de la rivière et chemin, c'est qu'il y avait justement cette zone-là qui était, les religieuses étaient prêtes à vendre. On était content que Valero acquiert au lieu que ce soit un développement résidentiel. Et la preuve, c'est qu'au moins le site est utilisé comme milieu naturel. Par contre, il y a eu un incendie dévastateur, probablement criminel. Ce qui est arrivé, c'est que la chapelle a passé au feu et là, il y avait vraiment un incendie majeur. Et par la suite, il y avait comme de la fumée dans le presbytère. Donc, ils ont décidé d'éteindre le feu dans le presbytère, qui aurait pu servir comme lieu d'accueil dans le parc éventuel. Ils ont décidé d'éteindre ça à pelle mécanique, exactement comme la maison d'Irving qui datait de 1780 autour. Cette occasion-là, que j'ai apporté la croix, justement, qui était au-dessus du presbytère, à l'hôtel de ville. Je leur ai déposé, je leur ai dit, c'est pas une façon d'éteindre les feux à pelle mécanique. Et là, Mme Marinelli et la douceur ont dit, ouais, sortez ça, ça sent la fumée. Alors, je ne l'ai pas sorti, je leur ai déposé. Le précieux sang, ça a été nos premiers dossiers, si on peut dire, importants. Mais là-dessus, un dossier comme ça, c'est un dossier exemplaire pour montrer, et c'est ce qu'on a dit aux différents partis, pourquoi vous ne mettez pas dans votre programme tout ce qui est monastère, tout ce qui est bâtiment ancien comme le précieux sang, qui a une bonne structure de briques, on le recycle, on fait l'effort, il n'est pas question de donner des permis de démolition. Et on a justement fait une opposition pour empêcher les démolitions. Et la même chose pour le bâtiment de l'ancienne Rock City Tobacco en briques qu'on a devant le manège ou dans le secteur du manège de Lévis, manège militaire. Donc, ça a été nos premières interventions. Puis, on peut dire que dans les premières interventions, on a été un peu chanceux parce que ça a été conservé. Finalement, on a eu gain de cause. Après ça, c'est sûr qu'il y a eu toute l'école Lilo Saint-Gabriel, l'école Saint-François-Xavier, qui était la première école publique là, de Lévis, ça, qui a été construite vers 1905. Et il y a eu toute une saga là-dessus. Il y a eu justement des oppositions assez massives. Finalement, le conseil municipal, c'est dans le temps de Mme Marinelli en 2005 ou 2006. À ce moment-là, elle a accepté qu'on démolisse pour faire le complexe de résidence de personnes âgées de jazz aujourd'hui. Sur la grève Gilmour, c'était peut-être pas la défense du patrimoine, c'était plus la défense du milieu naturel. C'est que le promoteur, celui qui avait acheté les terrains pour faire des maisons arrangées dans le secteur, s'était permis de couper beaucoup d'arbres pour permettre, dans un milieu humide, pour permettre aux futurs résidents d'avoir une vue sur le fleuve, dans le secteur de la grève Gilmour. L'intervention n'était pas légale, on ne devrait pas faire ça dans un milieu humide. Et aussi, avec un ingénieur forestier, on a trouvé des preuves que les arbres avaient été empoisonnés. La façon d'empoisonner, c'est qu'on a mis du diesel. Et à ce moment-là, on a vu que les arbres dépérissaient. Après ça, ils coupaient les arbres. Ils empoisonnaient comme ça pour les liquider. Depuis 20 ans en particulier, il y a de plus en plus de demandes de démolition à la ville de Lévis. Ce que j'appelle, moi, les promoteurs au signe de pièce dans le front,
Aussitôt qu'il y a un terrain assez grand, ben là, il se dit, regarde, là, je vais faire de l'argent, la maison, la vieille maison, elle vaut pas cher, il y a un grand terrain, donc je vais construire X logements à cet endroit-là pour valoriser surtout son portefeuille. Donc, on faut se défendre régulièrement. Sur la rue Saint-Joseph aussi, il y avait une belle vieille maison près du chantier Davy aussi qui a été démolie en briques. Entre autres, le 450, c'est la belle grosse maison en briques rouges qui n'est pas démolie encore, mais qui risque de l'être parce que le permis était autorisé par le conseil de ville. Alors, cette maison-là, elle a l'air en briques, mais tout le rez-de-chaussée, c'est des murs de pierre. Donc, ça veut dire qu'elle daterait peut-être de 1800-1810. Il y a eu, bien sûr, les Simerciers. Les Simerciers en 2010, après ça, en 2021, et là, le dossier a été réactivé encore pour une autre demande de démolition, justement, en 2024. Le Simercier, c'est un bâtiment, si on peut dire, symbolique, parce que c'est le dernier qui symbolise un peu la vocation industrielle de Lévis. Tous les autres, Loire et d'autres, sont démolis. La maison Audet, c'est la même chose. Il y a eu une opposition, si on peut dire, féroce, entre guillemets, une mobilisation importante des gens du vieux Lévis et aussi de l'extérieur. Le GIRAM était aussi là-dedans pour soutenir l'opposition. Et malgré tout, ça a été démoli. La seule consolation qu'on peut avoir, c'est que dans le Côte du Passage, dans le temps de Mme Marinelli, vers 2010-2011, il y avait un promoteur qui voulait démolir 3 maisons, dont la maison du photographe A.R. Roy. Il y a eu une contre-expertise qui a fait en sorte que finalement, le promoteur s'est ravisé puis a décidé de les restaurer, au moins conserver les façades extérieures des bâtiments. Ben oui, ça a l'air un peu particulier d'intervenir dans un cimetière, mais disons qu'on est intervenu, c'est surtout Michel Lessard, mon ami Michel, qui a dit que ça n'a pas de bon sens ce qui se passe dans le cimetière Montmarie vers 1996. Les stèles sont comme mis dans un tas. Finalement, on détruit des stèles anciennes, puis on s'en sert pour faire des patios après. On donne ça aux gens pour faire des patios. Encore une fois, on a constaté qu'il y avait un mausolée qu'on voulait démolir, un mausolée d'un ancien maire. Et là, le GIRAM, on a préparé un document justement pour démontrer que aujourd'hui, 80% des gens sont incinérés. Donc, pourquoi qu'on démolit les stèles anciennes, les stèles vraiment qui ont de l'allure historique, qui signifient quelque chose? On a interpellé justement la Corporation du cimetière Montmarie pour dire, regardez, il y aura peut-être moyen de procéder autrement. Des mausolées, il y en avait, ou certains qui appellent des caveaux, mais il y en avait peut-être, le capitaine Bernier en avait un, qu'on l'a démoli. Et là, on pense même de pouvoir peut-être demander un classement du cimetière Montmarie à cause justement de ses caractéristiques. J'ai monté un dossier en 2006 demandant de créer un arrondissement historique dans le Vieux-Lévis, puis rattacher aussi le Vieux-Lauzon, même si ça allait plus loin. Il y avait une partie de la rue Saint-Laurent, le secteur de la Traverse, tout ça. Malheureusement, le dossier a été... M. Lehoulier était favorable, il était député libéral et adjoint à la culture à l'époque, il était favorable vers 2010-2011, parce qu'avant que le dossier soit analysé par le ministère de la Culture, mais Mme Marinelli était vraiment en contre. Elle a été l'éteignoir du dossier d'arrondissement, parce que s'il y avait eu un arrondissement comme à Beauport, comme à Charlebourg, c'est sûr que les démolitions successives qu'il y a dans les vieux quartiers, s'il avait été reconnu comme un arrondissement ou un site patrimonial par le gouvernement, c'est évident que ce serait beaucoup plus complexe de démolir des bâtiments qui ont une valeur patrimoniale. Parce que depuis quelques années, là, on peut dire depuis 5-6 ans, depuis peut-être 2017-18, on a fait quelques demandes de classement. Entre autres, le Château Beauce, c'est une belle bâtisse construite par des notaires. C'est un beau bâtiment. Et c'était des religieuses qui étaient là, qui ont vendu le bâtiment à un promoteur. Et le promoteur avait eu l'autorisation de démolir de la ville. Et c'est là que on n'est pas le seul. Il y a des citoyens, des jeunes fervents de patrimoine qui sont intervenus pour demander
un arrêt justement de la procédure de démolition, mais c'est le GIRAM qui a monté un dossier complet sur ce site en 2018 et finalement en 2020, 2 ans plus tard, le bâtiment a été reconnu comme patrimoine, pas seulement le bâtiment, mais tout son environnement. Mais le bâtiment est abandonné, donc on se pose encore des questions. On sait que le village Saint-Michel, c'est un très beau village, c'est un peu comme Kamouraska, c'est peut-être pas le même envergure, mais il reste qu'il y a un très beau potentiel. Et personnellement, donc j'ai monté un dossier pour faire classer le presbytère de 1739, rallongé en 1790, et de faire classer l'ensemble du cœur institutionnel. Donc, on a réussi 2 ans plus tard, donc c'est-à-dire en 2021, on a obtenu donc le classement de ces 2 entités. Le presbytère donc est un monument national maintenant, ainsi que tout le cœur institutionnel de Saint-Michel en 2023 à Saint-Gédéon-de-Beauce, où justement, là, c'était le couvent qui était menacé d'être pas démoli, mais la municipalité possédait le couvent, elle l'avait acheté en 2013, et là, elle voulait le mettre en vente, parce qu'il y a un grand terrain, c'est un promoteur qui va acheter ça, puis il va penser de l'abandonner et le démolir probablement. Et ce qui était un peu horrifiant, c'est que le couvent avait de multiples fonctions actuellement, bibliothèque, c'était l'hôtel de ville en même temps, un centre d'art, etc. Donc, devant cette menace, nous avons décidé donc de rencontrer les citoyens. Le fait qu'on ait fait une demande, ça a gelé le dossier. La municipalité a reculé par rapport à la vente d'un terrain périphérique au couvent et par rapport à la vente du couvent. Donc, ça a déjà ça de gagné. Le fort de Beaumont, ce qui doit rester, c'est qu'une casemate, il y en avait 2, puis autrement dit, l'entrepôt de munitions. La municipalité avait cité le bâtiment en 2014 et après ça, il y a eu des pressions du promoteur parce que ça a été donné, les 2 casemates devaient être données comme espace vert. Donc ça avait été accepté par le promoteur, mais par la suite, il y a eu comme un début de tractation entre le directeur général de la municipalité puis le promoteur pour faire en sorte qu'on conserve juste le dépôt de munitions et qu'on détruise les 2 casemates. C'est là que le GIRAM, on est embarqué. Donc, finalement, en 2019, on a aidé, si on peut dire, on a collaboré très étroitement, si on peut dire, pour monter le dossier avec la Fondation de Vimy, mais c'est la Fondation de Vimy qui a demandé le classement officiel. Et ça a été classé donc officiellement en 2023. Mais il reste une casemate qui était en meilleur état et le dépôt de munitions qui vont être conservés. Mais autrement, c'est pas quelque chose peut-être de national, là, mais c'est plus de garder ce vestige de rappel de la Première Guerre mondiale qui est à Beaumont. C'est évident que la conservation des arbres, même dans un nouveau développement résidentiel, c'est pas tellement dans la nature des promoteurs. Alors qu'ici, c'est que comme la ville de Lévis n'a pas de règles très restrictives sur le déboisement, ça veut dire que les promoteurs rasent à tout, comme dans le cas de Rock-Point, et surtout qu'on coupe tous les arbres pour voir la vue sur le fleuve. C'est la même chose à Beaumont. Lorsqu'on est intervenu pour le déboisement, c'est là qu'on s'est aperçu aussi que les casemates, les fortifications étaient menacées en même temps. Quelqu'un nous envoie des photos de ce qui se faisait comme déboisement. Donc, on a dénoncé ce déboisement à Beaumont. Il n'y a pas trop de règles non plus. Ce déboisement complet en bordure d'une falaise. Donc, on a eu cette dénonciation-là, mais le mal était fait. C'était tout rasé. Un dossier qui nous tenait beaucoup à cœur dans les années 96, avec Michel Lessard, on a vraiment travaillé pour conserver l'intégrité du parc des Chutes de la Chaudière, qui était un parc national, comme le parc des Chutes Montmorency. Et il y avait un projet de la compagnie Inergex de développer une petite centrale. Ça impliquait bien sûr de tout réaménager et surtout, ce qu'on combattait, nous, c'est de l'atteinte au paysage. Ce qu'on défendait, c'est qu'on ne voulait pas avoir une chute actionnée artificiellement, c'est-à-dire qu'on contrôle le débit. Il y a un peu de tourisme, on va ouvrir un peu durant la saison touristique, puis après, on prend le maximum d'eau. Donc, ça a été un combat assez épique.
Et on n'a pas eu de réponse du ministère de la Culture sur ce classement-là. Donc, on peut dire que ce classement-là, ça n'a pas fonctionné.